Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, on connaissait le Dakar en Argentine et aujourd'hui, nous sommes très fiers d'inventer avec vous ce Forum d'Avignon à Bordeaux. À l'international, le Forum avait déjà essaimé à Bilbao une seule fois et à Essen, où nous fêterons fin août nos 50 présences dans la Roure. Mais en France, hormis un cartade dans la capitale, c'est une première. Et donc nous sommes particulièrement heureux d'être accueillis ici dans ce magnifique grand théâtre pour nos 8e rencontres internationales. Alors, je tiens à remercier particulièrement le maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui a répondu immédiatement à notre sollicitation pour nous accueillir et nous soutenir. Merci aussi à Fabien Robert, adjoint à la culture, et à Virginie Calmel, première adjointe et vice-présidente de Bordeaux Métropole, qui ont apporté leur concours efficace et chaleureux en mobilisant les Bordelais, les entreprises locales et les talents universitaires et culturels. Rêvons tout haut. Nous serions flattés si, comme le Louvre s'implantant à Lens ou à Abu Dhabi, le Forum d'Avignon, en se déplaçant de la Cité des Papes à celle de Montaigne et Montesquieu, faisait entendre la portée générale, je n'ose dire universelle, de ses convictions. Oui, la culture participe au développement économique et à l'attractivité des territoires. Nos nombreuses études, près d'une quarantaine, ont chiffré ces contributions au point d'ailleurs que les décideurs s'en sont quelquefois exagérément emparés, masquant la beauté d'une commande artistique ou l'aura d'une création derrière des chiffres d'emploi ou de retombées touristiques, certes exacts, mais reléguant dans l'ombre l'essentiel. La culture, c'est la vie, l'art dit la grandeur des hommes. Alors, en réunissant encore ce soir, devant un public nombreux, un assemblage inédit d'artistes, d'architectes, de décideurs politiques, de chefs d'entreprise, responsables du livre, du cinéma, du jeu vidéo, des médias, c'est-à-dire de toute la filière de la culture et des industries culturelles et créatives, le Forum, on l'aura compris, cherche à mettre en valeur ces porteurs de feu que sont les créateurs. Il vise également à promouvoir les approches originales de financement d'œuvres artistiques ou de projets culturels et à focaliser sur les initiatives nombreuses qui créent des combinatoires novatrices dans les territoires. Là, dans les territoires, se noue un dialogue entre l'innovation économique et la création culturelle qui expérimente de nouvelles formes d'économie et de solidarité. L'artiste et le start-upper, qui sont d'ailleurs parfois les deux facettes d'un même entrepreneur culturel, sont dans ces territoires l'avant-garde d'une économie engagée dans le bouleversement de la transition numérique. Et nous sommes très excités de matérialiser cette énergie en début de soirée avec la remise, pour la première fois, du prix de la start-up culturelle. Ainsi que la culture contribue à la réalisation d'une économie durable n'est plus vraiment à démontrer. Qu'elle soit aussi le socle d'une société durable est le projet que nous appelons de nos vœux. Les attentats contre les valeurs des sociétés démocratiques, comme l'épuisement de l'Europe face au drame des migrants, appellent aussi un besoin renouvelé de culture. La beauté est plus forte que la barbarie, avait lancé le Premier ministre Renzi après les attentats du 13 novembre. Contre le repli et la crispation identitaire, les créateurs, les industries créatives et l'héritage artistique des générations sont indispensables pour faire vivre au quotidien les valeurs communes qui nous lient. Avec le renfort de l'éducation, la culture a cette capacité de nous ouvrir aux autres et à la compréhension du monde. Alors ce défi, il appartient à chacun et à nous tous de le relever. Entreprendre la culture, thème de nos rencontres aujourd'hui et demain, doit dépasser l'incantation pour se saisir du numérique afin d'élargir l'accès aux œuvres artistiques. C'est aussi sortir des bastions institutionnels pour encourager, dans le respect de l'identité culturelle de chacun, le développement de pratiques artistiques et de gestes culturels. Bref, entreprendre la culture, c'est promouvoir l'implication de tous aux côtés des artistes et des créateurs. Tous, les collectivités publiques, entreprises, associations, collectifs ou citoyens. C'est réaffirmer que la culture n'est pas un privilège, mais qu'elle doit être l'affaire de tous.
Je m'appelle Sandrine Traner, je me présente à vous. Je suis directrice de France Culture depuis le mois de septembre. Autant dire que la proposition qui m'a été faite par le Forum d'Avignon aujourd'hui d'animer et de modérer ces rencontres de cet après-midi me touche, m'honore et me réjouit. Je fais partie de ces gens qui pensent très humblement qu'une phrase, un paragraphe, une réplique de théâtre, une photographie, un dessin, un plan cinématographique peuvent être déterminants. Ils ne sauvent pas le monde, mais ils le corrigent, parfois le réparent et souvent nous consolent. Je crois que la culture, entendue comme la création et les savoirs, est la meilleure part des hommes et des femmes. Dora Bruder, le livre, ne ressuscitera pas Dora Bruder, la femme, mais en la nommant, Patrick Modiano, notre dernier prix Nobel de littérature français, inscrit l'histoire dans le présent et influe sur le présent. Dora Bruder est un acte. Aujourd'hui, Dora Bruder a sa promenade, comme vous le savez sans doute, à Paris, dans le 20e arrondissement, et je pense que c'est bien. Alors ce forum que nous ouvrons, après ce premier grand discours liminaire d'Alain Juppé, ce forum tombe bien, en tout cas on pourrait le dire ainsi, mais en fait moi je n'ai pas tellement envie de le dire ainsi. Certes, nous traversons et probablement durablement des temps affreux, mais nous ne sommes pas seuls sur Terre. Partout et toujours la barbarie, la misère et l'ignorance affleurent. Partout et toujours la culture doit avoir une place déterminante. Et même en temps de paix, et même dans l'insouciance, et même sous le soleil que nous aurons demain à Bordeaux, rien que pour le plaisir, la culture a la place que nous lui donnons aujourd'hui. La culture, on pourrait dire que c'est ce dont on ne peut pas se passer. Et c'est comme ça que j'ai envie que nous en parlions cet après-midi. Entreprendre la culture, c'est ce qui n'est pas négociable. Alors, je voudrais appeler à me rejoindre une femme pour laquelle j'ai énormément d'admiration. Si vous voulez me rejoindre, Ouided Bouchamaoui, vous êtes... Vous êtes une femme d'affaires. Mais c'est bien aussi que vous soyez émue. Vous êtes une femme d'affaires tunisienne, présidente de l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat depuis 2011. Vous êtes à ce titre l'une des composantes du quartet du dialogue national qui obtint le prix Nobel de la paix l'an passé, en 2015. La mission aboutit, on s'en souvient, à la tenue d'élections législatives et présidentielles. Ainsi qu'à la ratification de la nouvelle Constitution en 2014. Inutile de dire que vous êtes une femme d'engagement. À ce titre-là, je suis vraiment très heureuse que vous soyez parmi nous aujourd'hui et c'est à vous de prendre la parole. Merci. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire de Bordeaux, cher Alain Juppé, Monsieur le vice-premier ministre belge, Mesdames et Messieurs. D'abord, c'est un très grand merci au Forum d'Avignon de cette opportunité qu'il m'offre pour m'exprimer dans ce lieu mythique, chargé d'histoire, d'œuvres et de symboles qui ont façonné la ville de Bordeaux, mais aussi la civilisation française à travers les siècles. L'honneur est d'autant plus glorifiant pour moi que de me retrouver entouré de figures emblématiques du monde de la politique, de la musique, de la philosophie et de la culture dans toutes ses dimensions. Depuis toujours et de tout temps, beaucoup a été dit, écrit et échangé sur la culture, tant elle est ancrée dans le quotidien des hommes pour marquer l'histoire des peuples. Mais jamais elle n'a été aussi pressante qu'en ces moments difficiles que traverse l'humanité entière. C'est pourquoi entreprendre la culture me semble non seulement une thématique d'actualité en réaction aux tragiques événements de Paris, de Beyrouth, de Bamako, d'Abidjan, de Tunis et de Bruxelles, mais un choix irréversible si le monde voudrait aller le plus loin possible dans le combat de ce fléau dévastateur qu'est le terrorisme. Cette barbarie cosmique qui frappe partout,
là où il y a la beauté, là où il y a la vie, ne peut être combattue que par une approche encore plus globale et plus universelle. Et quoi de mieux que la culture qui, de par les savoirs, les croyances, les mœurs et coutumes, l'art, le droit et l'histoire, pour l'arracher de ses profondes origines, là où le mal se génère, se répand et prend forme. L'expulsion, les inégalités, la pauvreté, les maladies, le chômage, la dictature et l'ignorance fertilisent les champs d'action de l'ignoble entreprise qui est la leur. Au monde libre, d'user de l'arme la plus fatale qu'elle soit, celle d'une culture étendue à ses innombrables facettes et accessible à tous. Une culture démocratisée où chacun de ces arts peut, à travers les nouvelles technologies d'information, toucher et mobiliser en peu de temps des millions d'hommes et de femmes d'horizons divers, de religions différentes, de modes de vie distincts, mais dont la croyance à la paix et à la vie est unanimement inébranlable. On a eu beau essayer les réponses sécuritaires, tout aussi justifiées et indispensables, mais la menace est bien là, réelle, récurrente. C'est dire que l'économie et la culture sont autant de composants essentiels de l'antidote contre la terreur et la barbarie. Dans certains pays minés par le pouvoir personnel, là où justement le terrorisme trouve un terroir fertile, les politiques continuent à instrumentaliser la culture pour en faire une culture d'élite ou encore une culture de vitrine où le divertissement de bas étage prend le dessus sur la création artistique de valeur et le développement de l'immense richesse de leur patrimoine. Alors que la culture peut être un levier de croissance et de développement, alors que la culture peut être un vecteur de développement du tourisme, alors que la culture peut être un argument fort d'attraction d'idées, alors que la culture peut fixer les populations par la valorisation de leur patrimoine. Certains régimes politiques en ont voulu la réduire à un simple instrument de propagande. L'usure de ce processus a été fatale, et pour eux et pour leur peuple. Le printemps arabe a mis à nu les excès, les injustices et les privations politiques, économiques et sociales, mais il a relevé aussi au grand jour un déficit culturel monstre et manifestement un état généralisé d'ignorance. Et autant ce vent de liberté qui a balayé les pays du printemps arabe a été porteur de grandes promesses de démocratie, de justice et de dignité, autant il a plongé la région dans une atmosphère de conflits, de guerres politiques et de mouvances de récupération dont mon pays n'aura pas été exempt. Mon pays, la Tunisie, que beaucoup d'entre vous connaissent, a été durant plus de 3000 ans d'histoire un carrefour de grandes civilisations et un lieu de brassage de cultures des siècles durant. Sa culture aura ainsi été façonnée par une sorte d'alchimie née de la synthèse des cultures amazighes, puniques, romaines, juives, chrétiennes, arabes, musulmanes, turques et françaises que le peuple tunisien aura jalousement conservé et entretenu en dépit de certaines tentatives de déformation, voire de dénaturation. Il faut dire que la culture a besoin de savoir pour résister, pour se répandre et pour s'enraciner. Dieu merci, la Tunisie a eu de la chance d'avoir eu dans son histoire récente des hommes d'État de la trempe de feu, Habib Bourguiba, lui-même habité et passionné de culture. La généralisation obligatoire de l'enseignement et la libération de leurs femmes dès l'aube de l'indépendance de la Tunisie à la fin des années 50 ont façonné les valeurs d'ouverture, de tolérance et de modération du peuple tunisien et son ancrage à l'évolution et à la modernité. Ce sont d'ailleurs ces mêmes jeunes formés à l'école de la République et ces mêmes femmes héritières du code du statut personnel
qui ont été les premiers à dénoncer les abus de la dictature de Ben Ali et à s'opposer plus tard au projet de transformation du modèle social porté par une certaine classe politique adossée au dogmatisme religieux. Intellectuels, artistes, universitaires, syndicalistes et chefs d'entreprise, hommes et femmes de tous bords sont ainsi mobilisés au sein d'organisations de la société civile, défendant corps et âme l'identité culturelle de leur pays à un moment où la menace d'une dérive était bien réelle. C'est cette société civile qui s'est aussi organisée pour porter à bras le corps le processus du dialogue national, pour en faire une alternative crédible à un moment de doute, d'incertitude et d'interrogation. Le prix Nobel de la paix aurait été ainsi une consécration à un background culturel construit sur une histoire d'échanges millénaires et sur un choix irréversible du savoir et de l'éducation. Un capital qui a donné la preuve de sa persévérance et de son efficacité. Il n'en demeure pas moins que son entretien et son renforcement peuvent s'appuyer sur un partenariat du monde de l'entreprise et celui de la culture. C'est tout le mérite de cette belle initiative. Merci. Merci infiniment, Ouidet Bouchamaoui. C'est extrêmement, évidemment frappant, je pense, pour nous tous dans cette salle, de sentir le degré de proximité, au fond, que vous venez d'exprimer avec les inquiétudes que dans un monde différent, une société différente, ici en France, nous nourrissons à l'égard du monde de manière générale, à l'égard de la culture aussi. Peut-être, est-ce que vous voulez prendre ce micro, par exemple ? Peut-être vous pourriez nous dire, parce que nous sommes ici en France extrêmement attentifs à ce qui se passe en Tunisie, à l'exemple que peut continuer à représenter la Tunisie, est-ce que vous pouvez nous dire précisément où en sont les mondes de la culture dans la Tunisie contemporaine ? Tout d'abord, la Tunisie va bien. Ça, c'est un grand acquis. Les Tunisiens aussi se portent bien. C'est un pays qui est ouvert, tolérant. C'est vrai qu'on s'est occupé depuis 2011 à l'instauration de la démocratie, à cette ouverture, à cette liberté de presse, à cette liberté d'expression. Les Tunisiens seront là, la société civile sera là pour défendre ses acquis. Bien sûr, la Tunisie a hérité d'un certain, disons, développement qui a suscité, bien sûr, ce changement, cette révolution, parce que les jeunes, et surtout dans les régions intérieures, n'ont pas trouvé une réponse à leurs besoins, à leurs espoirs. Aujourd'hui, et depuis 2014, il y a eu dans la loi de finances des attractions pour que les entreprises et les chefs d'entreprise s'investissent dans la culture, et nous sommes dans notre devoir de répondre positivement, parce que les jeunes ont besoin de l'ouverture, ont besoin d'être entendus, d'être écoutés et aussi de participer. Ça sera bien sûr notre prochaine bataille, mais il faut dire que depuis plusieurs années, la Tunisie bénéficie de beaucoup de festivals dans toutes les régions. Le théâtre est très développé en Tunisie. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons un festival très important, très reconnu, le festival de Carthage, les journées cinématographiques de Carthage, les journées théâtrales de Carthage. Donc pour dire que, bien sûr, sans oublier l'art, la musique, la peinture, la danse. Et là, c'est pour dire que les Tunisiens ont l'esprit ouvert. Et si vous vous rappelez, en janvier 2011, il y avait dans l'avenue principale de Tunis des gens qui chantaient, et surtout cette jeune Tunisienne qui chantait « Ana Horra, je suis libre ». Donc ça démontre très bien que les Tunisiens aujourd'hui sont libres et ils sont très ouverts. Quelle serait, encore une question, quels seraient pour vous les enjeux absolument prioritaires du point de vue de la culture dans la Tunisie d'aujourd'hui ? Vous savez, aujourd'hui, comme malheureusement ce qui se passe, et la Tunisie est en train de subir de plein fouet
les actes de terrorisme. Nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas habitués. Nous subissons ce qui se passe en Libye. D'ailleurs, je lance, puisque je profite, puisqu'il y a beaucoup d'hommes politiques pour dire qu'il faut une solution pacifique en Libye et ça résoudra la majorité des problèmes en Tunisie. Aujourd'hui, la culture restera un moyen de dire aux gens que les Tunisiens, il y a une grande partie de jeunes qui partent en Syrie, chez Daesh, pour combattre. Ce ne sont pas les vrais Tunisiens. Mais il faut comprendre pour quelles raisons ils sont partis. Donc, il faut vraiment changer notre modèle, comment les écouter, et aussi reformer notre système d'éducation pour, surtout, comme disait Monsieur le Premier ministre tout à l'heure, qu'il faut instaurer ces ateliers d'art, de musique, de sport, pour que les jeunes aussi trouvent le temps de s'épanouir et de faire connaître leurs intérêts et leurs compétences. Donc, je suis certaine qu'on saura dépasser ce cap, et je suis plus que certaine que les gens, là où ils sont, ils savent très bien que les Tunisiens sont autres que ceux qui partent pour combattre ou pour tuer des innocents. La question peut paraître étrange dans un lieu dédié à la culture et devant ce public-là venu vous écouter, mais quand même, est-ce qu'on ne demande pas beaucoup à la culture? Est-ce que la culture peut vraiment faire régresser, par exemple, le terrorisme? C'est pas suffisant, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est un moyen de s'exprimer. Et nous avons toujours vécu, moi je me rappelle, mes grands-parents vivaient donc entre musulmans et juifs ensemble, des voisins. On n'avait pas cette haine, on n'avait pas cette peur et cette humiliation. Moi je pense que c'est cette ouverture qui permet d'être à l'écoute, c'est de changer d'avis aussi, d'apprendre, aussi d'améliorer. Et c'est le seul moyen qui a fait que la Tunisie, qui a 3000 ans d'histoire, nous sommes debout, encore debout. On fait face à tout ce qui se passe, et malgré ce qu'on a subi donc, au Bardo, dans un site mythique de la culture, le musée de Bardo, à Sousse, à l'avenue Mohamed V, et dans d'autres lieux, bien sûr, malgré ça, tout le monde, la majorité tunisienne, pour ne pas dire tous, sont sortis dans la rue pour dire non au terrorisme, et par le chant, par les dessins, par la musique. Et c'est pour dire que nous sommes un peuple vivant qui aime bien la vie. Donc c'est aussi, si vous permettez, comme je suis chef d'entreprise, j'ai aussi un petit appel à tous nos amis français. Visitez la Tunisie, ne laissez pas la Tunisie toute seule. On saura nous défendre, on a tout fait pour être tout seul, mais on aura besoin toujours de nos partenaires. On aura besoin toujours de nos amis. Donc, visitez la Tunisie. Je pense qu'il fait mieux, il fait plus beau qu'ici. Hein. Moi, je suis venue hier, mais je pense que le soleil brille encore à Tunis. Merci. Écoutez, vous m'offrez une transition toute faite pour agrandir le cercle de la discussion et parler du dialogue des cultures que vous venez d'évoquer. Je vais avoir le plaisir maintenant de proposer à un certain nombre d'artistes, d'intellectuels, mais pas que, de venir me rejoindre sur cette estrade. Ce sont ces rencontres que le Forum d'Avignon, je crois, aime particulièrement, c'est-à-dire des profils extrêmement différents, variés, un cinéaste, un philosophe, un imam, des artistes interprètes, musiciens, qui vont aussi nous permettre de passer une fin de soirée formidable aujourd'hui au théâtre, pas loin, au théâtre Athéna. Alors si vous voulez bien me rejoindre, Yael Naïm, David Donatien, vous pouvez les applaudir, Michel Onfray. Tarek Oubrou, si vous êtes bien dans la salle, je ne vous ai pas encore vu, mais vous êtes là. Je vous en prie, vous voulez rester avec nous? Ce serait bien. Restez
restez avec nous. Et Amos Gitaï, que je vois, qui s'approche. Et puis pendant que Amos Gitaï nous rejoint sur cette estrade, je voudrais saluer, je ne l'ai pas encore fait, nos amis de Cartooning for Peace, que je rejoins et retrouve avec grand plaisir, qui sont là depuis longtemps. Je vois Jean Plantu qui fait un signe de la main avec ses amis autour de lui. Je vous rappelle que Cartooning for Peace avait organisé une journée absolument formidable au Conseil économique, social et environnemental. C'était en septembre dernier, sauf erreur, et France Culture avait été très honorée de se joindre à cette grande journée. Alors voilà des personnes, des profils extrêmement variés, comme je l'ai dit, qui ont tous à voir de manière très, très personnelle et pas que professionnelle avec la culture. Alors on va peut-être commencer par parler un peu avec vous, Tarek Oubrou. Après tout, on est chez vous également, chez vous à Bordeaux. Je vous présente succinctement, j'imagine que cette salle vous connaît. Vous avez une formation initiale en biologie. C'est ça. C'est ça. Ce qui est réjouissant, parce qu'on parle pas, on fait pas assez le pont, me semble-t-il, entre la science et la culture. Peut-être ce sera aussi l'occasion de faire ce pont-là. Vous êtes grand imam de Bordeaux, bien sûr, recteur de la grande mosquée ici et moufti du Conseil régional des associations islamiques du sud-ouest de la France, et après avoir présidé l'Association des imams de France, vous en êtes désormais président d'honneur. Alors, on connaît votre engagement dans le dialogue interreligieux. On imagine évidemment la place que vous accordez à la question de la culture, à la question de l'éducation. Mais comment le diriez-vous vous-même? C'est-à-dire, si je vous disais tout simplement, Monsieur Tarek Oubrou, pourquoi la culture? Que me répondriez-vous? Je pense que la culture, c'est la dimension qui fait la distinction de l'homme par rapport à l'animal, c'est-à-dire la pensée et la création. Je pense que nous sommes des animaux culturels d'une certaine manière, capables d'invention, capables de pensée, capables d'esthétique et d'invention. En vérité, je suis engagé dans le dialogue interconvictionnel, pas uniquement interreligieux, parce que je pense qu'une pensée n'est une pensée que lorsqu'elle est fécondée par le frottement et la friction avec les autres pensées. Je renvoie à la tradition de la théologie spéculative qui avance par confrontation. Mais je pense qu'il ne faut pas fuir la confrontation. La culture, c'est la confrontation des idées et qui adoucit également les mœurs. Parce que quand il n'y a pas de langage, quand il n'y a pas de dialogue, quand il n'y a pas d'échange de pensée et de langage, eh bien c'est la violence qui prend place. Ouidet Bouchamaoui, je suppose que vous acquiescez parfaitement. Ouais. Néanmoins, quels vous paraissent être aujourd'hui, de votre place à vous, les principaux obstacles auxquels nous avons à faire face? C'est l'isolement. Nous sommes segmentés. Nous n'arrivons plus à créer des ponts. Cela commence déjà dès la famille. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'espace d'échange, et ça devient de plus en plus grave par l'immixtion des objets technologiques qui renferment davantage les individus sur eux-mêmes. Et donc il faut surmonter la technologie nécessaire, mais il ne faut pas tomber dans la prison des algorithmes qui nous renferment dans des logiciels et qui nous empêchent de sortir des cadres justement qui pourraient nous renfermer. Donc je pense qu'il faut toujours s'inscrire dans cette altérité qui cherche la différence. Je pense que nous sommes des êtres humains qui ont besoin de la différence. La diversité, c'est un donné naturel qu'il ne faudrait pas non seulement le tolérer, mais le cultiver, puisque la culture, c'est cultiver la différence. Et tout clonage biologique, clonage esthétique, clonage intellectuel stérilise l'humanité. Mais pourquoi, à votre sens, accéder, faire connaître la culture de l'autre,
est au fond un exercice si compliqué, si difficile, alors que ça a l'air très évident, non, comme ça. On ne peut pas entrer en dialogue si on n'a pas une éthique de l'oubli de soi. À un moment donné, il faut s'oublier pour pouvoir entrer en contact avec l'autre. Donc, le dialogue, c'est d'abord une posture psychologique et éthique qui permet à l'individu de sortir de ses préconceptions, de se préjuger et d'entrer dans les éléments de langage de l'autre. Parce que la sémantique peut être un obstacle dans l'échange. Donc, il faut trouver des éléments de langage communs pour pouvoir échanger les différences sémantiques. Parce qu'on peut partager la même langue, mais avec des significations différentes. Donc, la langue est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. La culture est plus que la langue. C'est le langage commun. La langue, c'est la sémantique, mais le dialogue suppose le fait de transcender les éléments de langage pour pouvoir, par intuition, entrer dans le sens de l'autre. Mais vous ne pensez pas, vous avez eu quelques mots en passant un peu durs à l'égard de la technologie, vous ne pensez pas, à l'inverse, que la technologie, et singulièrement le numérique, a fait aussi la démonstration de la manière dont il pouvait réunir et pas uniquement séparer? Oui, la technologie, c'est un objet. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Il peut augmenter l'humain comme il peut l'atrophier. Parce que parfois, la technologie peut se substituer à l'intelligence humaine. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui peuvent résoudre des équations, qui peuvent penser à notre place. Il y a un risque de la disparition de l'individu devant la machine. Mais la technologie est nécessaire. Je ne suis pas un technophobe. J'aime la science, j'aime la technologie, mais je la consomme avec modération. Michel Onfray, vous êtes écrivain et philosophe. Après avoir enseigné une vingtaine d'années au sein de l'Éducation nationale, vous l'avez quitté pour créer l'Université populaire de Caen, dont les travaux sont évidemment très connus à Caen et autour de Caen, mais amplifiés encore depuis une bonne dizaine d'années maintenant, par la diffusion, pardon de le mentionner, sur France Culture, de vos cours chaque été. Vous êtes un auteur prolixe, vous avez publié très récemment 2 livres qui sont Le miroir aux alouettes, Principes d'athéisme social et Penser l'islam d'autre part. Outre cette université populaire de Caen, dans laquelle vous enseignez, mais pas uniquement, où vous invitez des chercheurs à venir s'exprimer sur leur domaine de compétences, vous venez d'annoncer que vous alliez encore développer votre approche de la diffusion de la culture en créant une web télévision, je crois qu'on appelle ça une web TV unipersonnelle. En tout cas, c'est une web télé qui portera votre nom, j'imagine. Est-ce que c'est pour vous, je fais le lien à l'instant avec ce que disait M. Tarek Oubrou sur la technologie, est-ce que c'est une nouvelle manière pour vous, par la technologie, d'accentuer, d'aller encore plus vers la diversité souhaitée des publics? Michel Onfray. Alors, d'abord, je voudrais dire que je ne serais pas ce que je suis sans France Culture. C'est-à-dire que l'université populaire, pas seulement par flagornerie, vous n'étiez pas là, chère Sandrine, mais c'était en 2001, quand j'ai créé cette université populaire pour lutter contre les idées du Front National. Il y a eu à l'époque une décision de France Culture de diffuser mon cours. Et je pense que si le cours n'avait pas été diffusé, je ne serais pas aussi connu que je le suis. Donc, je voudrais rendre hommage au service public. Je suis aussi un enfant de pauvre, donc un boursier de l'Éducation nationale. Donc j'étais sensible au discours d'Alain Juppé sur le rôle que l'État doit tenir dans cette aventure, parce qu'on n'a pas parlé pour l'instant, ça fait 1h30 qu'on parle, on n'a pas parlé du mot argent. On n'a pas parlé d'argent. On a parlé de culture, on a parlé d'entreprise. Or, on sait très bien aujourd'hui que la culture, ça coûte. Moi, j'ai de la chance d'avoir des lecteurs, et ce sont les lecteurs qui me permettent de vivre. Donc je peux travailler bénévolement. L'université populaire, j'y suis bénévole. Quand j'ai démarré cette aventure, la DRAC nous a rayonnés, le département nous a rayonnés, la ville dans laquelle j'ai créé cette université populaire nous a rayonnés. Il nous rayonnait encore. Hein. Et c'est la région qui nous a soutenus, et on vit avec 50 000 €. Et on a une vingtaine de séminaires. Et moi, je fais un séminaire toutes les semaines et il y a à peu près 1000 personnes. Je peux être gratuit, parce qu'il faut que je vive, et quand je reçois mes droits d'auteur, ça me permet de vivre. Mais la culture et l'État, c'est un beau mariage, mais en même temps, le ministère de la Culture, c'est souvent le ministère de la Culture d'État. Et l'État, quand c'est dans l'esprit de Malraux, c'est bien. Quand c'est l'esprit des copains et des coquins, c'est pas bien. Parce qu'effectivement, l'usage privé, d'une certaine manière, de l'argent public n'est pas une bonne chose.
Et on sait très bien que depuis 1983, depuis que Mitterrand a renoncé à la gauche et qu'il a souscrit au libéralisme dans l'économie et dans la société, c'est-à-dire économie de marché et société de marché, la culture s'est effondrée. On parle de la culture aujourd'hui comme si tout le monde était d'accord. On parle aussi du jeu vidéo en pensant que c'est la même chose que Shakespeare. Je pense qu'il faudrait redéfinir la culture en disant aujourd'hui qu'un grand nombre d'objets qui jadis étaient des objets culturels ont disparu. Quand on parle de la bonne santé du livre, mais on intègre dans les livres des livres qui ne sont pas écrits par leurs auteurs, parfois même pas lus par leurs auteurs. Donc on fait la promotion d'un certain nombre de non-livres et qui nous disent, voilà, regardez comment fonctionne, par exemple, le livre se porte bien. Non, le livre ne se porte pas bien. On peut pas dire, pardon, excusez-moi, mais Michel Onfray, mais on ne peut pas dire que le livre ne se porte pas bien. On ne peut pas dire non plus qu'il n'est que la tendance la plus lourde, la plus importante aujourd'hui serait le fait de publier des livres qui ne sont pas écrits par leurs auteurs, voire pas lus par les auteurs qui les écrivent. Vous êtes la preuve du contraire, mon cher ami. Non, mais il y a des exceptions. Oui, je fais partie de ceux qui écrivent leurs livres, mais il y a un discours officiel tenu par les éditeurs et il y a un discours officieux. Quand ils déjeunent avec moi, ils me disent effectivement que tout s'effondre. Et quand je les entends à la télévision, ils me disent ça se passe bien. Ça marche vraiment très bien, etc. Et ils savent très bien que ça ne marche pas. On a perdu les grands lecteurs, on a perdu les grands tirages. Moi, je vois bien les tirages que je faisais quand j'étais auteur dans les années 90. Je vois bien ce que sont les tirages aujourd'hui, mais je ne me plains pas, ça se passe bien pour moi. Il y a des livres qui sont tirés aujourd'hui qui sont vendus à 400 exemplaires. On a plus de 60 millions d'habitants en France. Qu'est-ce que ça veut dire un succès de librairie à 20 ou à 30 000 exemplaires quand on a 60 millions d'habitants? Donc il y a ça. Et puis il y a le fait que, pour répondre à votre question sur la création d'un média indépendant, que l'argent fait aussi la loi dans les médias d'information et qu'il y a beaucoup de désinformation, des mots qui étaient utilisés par Solzhenitsyn et par Zinoviev en leur temps. Et je pense qu'il y a un moment où on n'a plus forcément envie d'aller dans des émissions où on ricane, des émissions où on se fait insulter, des émissions où on se fait mépriser, des émissions où on se fait ravager, 10 années de travail par un bon mot, et on a juste envie d'un média où on prend le temps de la longue durée, justement, pour dire, pour expliquer, pour exprimer, pour donner 1 heure à quelqu'un, sans qu'on ait besoin de se moquer de lui. Merci. Et sans qu'on ait besoin forcément de courir après un temps qui jadis existait. J'ai regardé l'autre jour Stelio Lorenzi sur la chaîne Histoire. Il y avait une façon de faire de l'éducation populaire à l'époque, années 60, année du général de Gaulle. Et on était capable à l'époque de dire qu'on pouvait intéresser le peuple à Dostoïevski, à Tchekhov, à Shakespeare, sans le mépriser. Où est la culture aujourd'hui à la télévision? Je parle de la télévision publique. Donc je pense effectivement qu'il faut parler argent, il faut se dire où est l'argent. Moi j'ai les moyens de travailler gratuitement, mais ceux qui n'ont pas les moyens de travailler gratuitement, et on a un ami cinéaste, comment on fait un film aujourd'hui quand on n'a pas d'argent? Un film, c'est un producteur c'est quelqu'un qui veut rentrer dans ses investissements, donc c'est quelqu'un qui dit moi je ne produis pas ce genre de film, je veux quelque chose qui va me ramener de l'argent. Donc effectivement, si on est dans une société de marché, ce à quoi je souscris absolument, si on est dans une économie de marché, j'y souscris, est-ce qu'on doit être dans une société de marché? La réponse est oui, pour l'instant oui. On sait très bien que le marché fait la loi, et mon éditeur, Olivier Nora, je peux le citer, me disait récemment que le livre que j'ai envoyé par la Poste en 1988, s'il était arrivé chez Grasset par la Poste aujourd'hui, ne serait pas publié. Il me l'a dit clairement. Donc effectivement, moi j'ai eu de la chance, parce que je fais partie d'une autre génération. Je pense qu'un tas de jeunes aujourd'hui n'ont pas la chance qu'on a pu avoir à une époque où effectivement l'État tenait son rôle, la culture disait quelque chose, signifiait quelque chose, et où ça n'était pas une espèce de mot valise dans lequel on pouvait accueillir tout et n'importe quoi. Alors, quelles sont les priorités? Il y en a de multiples, il y en a de diverses, mais il y a d'abord en finir avec le jacobinisme, qui suppose que tout se décide à Paris, avec 3 personnes qui décident à peu près dans chaque domaine. On le sait très bien, philosophie, littérature, poésie, etc., c'est 10 personnes qui font la loi. Depuis l'Ancien Régime, Tocqueville a bien raconté. Pardon, est-ce que vous me permettez simplement, puisque nous sommes à Bordeaux, de mentionner qu'un des premiers romans du reste, qui est en tête des ventes aujourd'hui sur le territoire national, est un roman qui s'appelle En attendant Bojangles, dont l'auteur s'appelle Olivier Bourdeau, et qui a envoyé son manuscrit par la poste à un petit éditeur de Bordeaux. Qui s'appelle Finitude. Vous êtes en train de me donner raison. Vous êtes en train de me donner raison. Non, mais j'essayais pas de vous donner tort non plus, vous savez. Non, il y a effectivement des résistances, et les résistances, elles sont provinciales. Il y a plein de gens qui ont du talent partout, et l'idée que Paris ne fonctionne qu'en
qu'en prenant finalement les énergies de la province, parce qu'il faut monter à Paris, parce qu'ensuite on descend en province, je trouve effectivement que ça devrait être dépassé, parce qu'on devrait aujourd'hui pouvoir, sur le principe provincial, régional, considérer qu'on devrait pouvoir soutenir sur le mode de la coopération, sur le mode de la mutualisation, sur le mode de sa propre création d'entreprise. Une web TV, c'est une création, proposer des médias alternatifs, des éditions alternatives ou des éditeurs qui, comme Finitude, sont capables aujourd'hui de dire « moi je prends le risque d'un livre auquel je crois ». Même si ça ne fait pas d'argent, parce que je crois à ce livre-là, je connais ces éditeurs-là, ils sont en train de traduire intégralement le journal de Thoreau, philosophe américain que personne n'a jamais traduit en France. 20 volumes. Ils sont en train de prendre ce risque-là. Moi, je les ai aidés dès le départ. Et j'ai dit, c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire, mais financièrement, ça ne marchera pas. Ils m'ont dit non, bien sûr que ça ne marchera pas. Avec ce livre, ça va marcher, tant mieux pour eux, je suis très heureux pour eux. Mais ça veut dire effectivement qu'il y a des résistances et qu'elles ne seront pas des résistances jacobines, mais qu'elles seront des résistances girondines, et c'est très bien de pouvoir le dire ici à Bordeaux. Alors, je voudrais vous poser une dernière question et faire réagir ensuite Tarek Oubrou à cette question. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'État ? Pour ma part ? Oui, la place de l'État dans la politique culturelle. Moi, je suis un défenseur de Proudhon qui défend l'État libertaire, l'État anarchiste. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir disposer d'un État qui soit susceptible de rendre possible les régions, les provinces, les initiatives individuelles, faire de telle sorte qu'on n'ait pas les copains et les coquins, qu'on ait la possibilité justement de permettre des fédérations, de fédérer les fédérations, de faire de telle sorte qu'on puisse aider à la base des gens qui font des choses, qui produisent des choses qui existent. Un éditeur comme celui dont vous venez de parler à Bordeaux, par exemple, il y a plein de gens qui font des choses, des jeunes, qui font des vidéos des jeunes, qui enregistrent des disques, et être attentif à ça, plutôt que de prendre déjà les gens dont on sait très bien qu'on leur passera des commandes publiques, ils auront beaucoup d'argent, ils sont dans le système, etc. Mais aller voir là où il y a des talents, et les talents, ils sont partout. Et le numérique aujourd'hui permet effectivement de les repérer. Donc l'État devrait aller repérer les talents pour aller voir ce qu'il est possible de faire pour mettre l'argent public au service des gens qui honorent et leur discipline et la France. Tarek Oubrou, comment vous réagissez à cette même question de la place de l'État dans la politique culturelle telle que vous l'entendez, vous ? Écoutez, je ne suis pas obligé d'avoir un avis. Non. Ah ben non, parce que si vous applaudissez les gens qui répondent pas à mes questions, tout le monde va en prendre l'habitude et je vais être très embêtée. Ce que je constate en tout cas, c'est que la mondialisation a affaibli énormément les États. Et nous entrons dans une nouvelle configuration où l'État jacobin doit apprendre à décentraliser et vivre la démocratie par le bas. Parce que je pense quand même qu'il faut tenir un certain équilibre sans casser notre système de philosophie politique qui est basé sur le modèle rousseauiste, abstrait, universaliste, un État centralisé, et de retrouver un équilibre entre l'État et la société. Parce que je pense que notre démocratie elle est très centralisée. Le débat est toujours décidé par l'exécutif au lieu qu'il soit vraiment initié par la base. Moi, je suis pour une démocratie basale, basique de la base, mais on a besoin de la régulation de l'État et de l'intervention de l'État. Ah, c'est bien d'avoir Cartooning for Peace dans la pièce. Yael Naïm, David Donatien. Alors, vous êtes à la fois vous, Yael, puisque je vous vois, et vous deux, artistes, auteurs et compositeurs ensemble, pianistes, guitaristes, 3 victoires de la musique, 2008, 2011, 2015. Donc, je ne vous présente pas davantage. Je me demande ce que vous étiez en train de penser en écoutant ces premiers éléments de discussion sur la place de la culture ou son financement ou son urgence. Est-ce que il y a des éléments de ces discours qui résonnent comme des manières pour vous de vous poser les questions, ou est-ce que au fond vous les posez de manière très différente ? Non, j'étais surpris lorsque vous parliez tout à l'heure du fait que si vous sortiez le roman, un de vos livres aujourd'hui, il ne sortirait pas. Et c'est exactement ce que... on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, mais on entend les mêmes phrases, nous. On nous a dit que si on avait sorti notre titre New Soul, qui a été
un succès aujourd'hui, il ne passerait pas à la radio, et une maison de disques ne l'aurait pas signé non plus. Et c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une prolifération culturelle avec le numérique, avec tous les objets qu'on a aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de précarité qui commence à s'installer chez tous les créateurs, chez les romanciers, chez les musiciens, et ça devient quelque chose de très difficile. J'ai eu peur, je crois que c'était moi. Pas encore. Donc non, c'est ça qui résonne, c'est cette urgence, c'est cette crise ressentie par tous les créateurs de cette société en tout cas. Mais pourtant, vous en êtes, comme vous venez de le dire, l'exemple inverse. Du reste, Michel Onfray aussi. Alors si c'est vous, les uns et les autres, qui avez tant de succès, qui nourrissez ces inquiétudes, alors que doivent penser ceux qui n'en ont pas ? Ce qui se passe, c'est aussi parce qu'on a réussi à percer un peu, qu'on nous donne la parole. Mais je ne pense pas qu'on donne la parole à tous les gens qui restent sur le bas-côté et qui ne peuvent pas sortir leurs livres, leurs disques, leurs films. Et c'est ça qui devient dangereux aujourd'hui. L'un comme l'autre, vous n'avez pas peur, vous non plus, je dis vous non plus parce que évidemment je fais écho à ce que représente Michel Onfray, à ce qu'il nous a dit, vous n'avez pas peur de la culture populaire, vous n'avez pas peur du croisement de ce que l'on appelle la culture plus élitiste et la culture plus populaire. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez fait précisément pour penser votre art en décloisonnant ainsi ces vieilles catégories qui sont peut-être tout à fait passées de mode finalement? Yael Naïm. Pour moi, c'est ce qui m'a construit. En fait, je peux juste témoigner que quand j'étais enfant, j'ai vécu toute mon enfance en Israël. Et donc c'est un pays très complexe, isolé, où voilà, on peut entendre des opinions très extrêmes sur tous les sujets. Et le fait d'avoir accès à des musiques très différentes qui viennent un peu de partout, c'est-à-dire j'étais amoureuse de Mozart comme de Art Tatum ou d'Aretha Franklin et des Beatles et de Johnny Mitchell et puis plein d'autres. Et pour moi, c'est vraiment ce qui m'a construit en tant qu'être humain, le fait de voir qu'il y a déjà d'être conscient qu'il y a des gens très différents qui existent en tant qu'enfant dans un très bas âge avant que j'ai accès à cette diversité par les voyages par exemple. Et donc c'est ce qui m'a donné déjà envie et la curiosité de partir, de voyager. Et c'est ce qui m'a fait aussi redouter et remettre en question beaucoup de choses que j'ai pu entendre ou apprendre et qui venaient en contradiction avec ce que je pouvais ressentir en tant qu'être humain. Cette sensation voilà, de quelque chose de très universel et de très commun, et que la beauté et que la connexion entre les êtres humains peut exister d'une manière très simple, même et malgré, et même peut-être grâce à nos désaccords, j'ai envie de dire. Et après, j'étais très touchée par ce que tu as dit, par le fait que le fait d'être différent et que la création et que nous, en tant qu'êtres humains, qu'on a besoin de ce désaccord, parce que c'est vraiment la manière dans laquelle on travaille, c'est toujours par une forme de conflit. Et on est très différents. David vient d'un background complètement différent, de cultures différentes, un français antillais, moi je suis juif d'origine tunisienne, j'ai vécu en Israël. Et c'est vraiment l'affrontement de nos désaccords et de notre affluence qui va venir créer quelque chose de nouveau. Et donc voilà, je trouve que c'est très important, en tout cas pour moi, à partir du stade premier, que ce soit l'école et la basse enfance, de donner accès à cette culture-là et de nous permettre de ne pas être d'accord, en fait. C'est ça que je trouve qui est en danger aujourd'hui. C'est-à-dire que du moment où on n'est pas d'accord, on ne rentre plus en dialogue puisqu'on n'est pas d'accord, alors que pour moi, c'est ce qui est intéressant. David, vous êtes sensible aussi à cette idée du frottement des cultures? Le frottement en général, oui. C'est un concept intéressant. Mais pour nous, oui, je l'ai appris grâce à Yael. C'est que depuis le départ, justement, moi, je venais d'une culture totalement différente de la sienne, même musicalement. Et on a créé vraiment notre univers par cette friction, par ces désaccords permanents. Et j'ai appris grâce à ça
1000 choses que j'aurais jamais appris si j'avais continué à voir les mêmes genres de personnes, à rester dans le même milieu artistique. Et ça, oui, j'ai appris ça. Maintenant, j'ai envie de m'affronter à d'autres gens qui sont totalement différents. Et je sais que c'est une grande partie de la solution. Et c'est une partie de notre solution. Et c'est aussi ça qu'on a envie de dégager comme message grâce à notre association. Je voulais rajouter aussi quelque chose d'important. C'est vrai que je le dis souvent parce que c'est la vérité. C'est vrai qu'en France, et puis il y a sûrement d'autres pays, c'est un pays qui accueille des gens qui viennent de partout dans le monde et qui culturellement est relativement à d'autres très ouvert. Et donc, voilà, notre premier album a été en majorité en hébreu, par exemple, mais on voit bien qu'ici, on peut écouter des musiques qui viennent un peu de partout. Et je trouve ça important, pareil que peut-être dès l'âge de l'école, et que il y a la culture française et l'héritage, mais il y a aussi, la France aujourd'hui est faite de plein de cultures différentes, et je trouve que c'est important qu'on les mette aussi en valeur pour que chacun se sente bien. Vous pourriez peut-être nous dire également, pour parler d'argent aussi, comment vous vous produisez ? Quelle réflexion vous avez vous-même sur, au fond, à la fois la survie économique, le modèle économique de votre art ? Ouais, on y a pensé déjà au départ parce que nous, on fait de la musique de manière un peu particulière. On a fait nos 3 albums à la maison. On a décidé d'avoir une indépendance artistique dès le départ pour pouvoir réaliser nos rêves qu'on a toujours eus et puis pouvoir être indépendant. On a d'ailleurs choisi un label indépendant et un tourneur indépendant pour pouvoir rester dans cette même logique et pas rentrer dans les majors qui amènent d'autres difficultés. Et puis, ce qui se passe, c'est que maintenant, les choses deviennent un peu difficiles parce que c'est vrai que lorsqu'on sort un album aujourd'hui, on doit se poser la question du média. Et le média, pour le grand public, aujourd'hui, devient de plus en plus formaté. Et c'est aussi, ça devient un très gros problème pour nous. Donc ça nous amène aujourd'hui à essayer de réfléchir à d'autres moyens d'expression qui sont plus le disque, qui sont plus ce genre de diffusion, mais peut-être des associations comme on le fait en ce moment avec le Quatuor Debussy pour d'autres genres de concerts, ou avec des chorégraphes, ou avec des musées. Et on essaie de se détourner pour l'instant d'un peu de ce milieu économique un peu fermé pour pouvoir garder notre indépendance artistique. Yael, si vous aviez un appel à formuler, ce serait lequel ? Vous pouvez faire exactement comme Tarek Oubrou et dire « est-ce que je peux ne pas répondre ?» Non, mais c'est vrai que dans le quotidien, on en parle tellement et on a tellement de choses à dire, sauf que là, j'ai la pression et les mots m'échappent. Mais je veux bien prendre 5 minutes pour absolument mesurer mon appel. D'accord. C'est une chance quand même. Nous y reviendrons, c'est l'occasion pour moi. Oui, non, je voulais vous demander, vous avez chanté en Tunisie ? On a chanté quoi ? En Tunisie ? Non, en fait, j'ai jamais mis les pieds en Tunisie et donc voilà, je vais venir vous visiter bientôt. Bon voilà, entreprendre la culture, ça pourrait commencer là, prendre une bonne résolution. Mais c'est vrai que vous rencontrer mes parents, sur le sol tunisien. ils ont toujours vécu en Tunisie. Ils ont vécu en Tunisie jusqu'à qu'elle a eu 17 ans, et elle me décrit ce que vous dites, que voilà, les Juifs et les Arabes ont toujours vécu ensemble en paix. Et donc voilà, je me suis retrouvée dans votre discours. Ouais. Merci beaucoup. Je rappelle que ce soir, à partir de 22h, au théâtre de l'Athéna, vous allez... Fémina, pardon, excusez-moi, je suis en pleine cité antique. Vous allez vous produire pour nous tous et bien sûr, nous vous en remercions, nous nous en réjouissons. Amos Gitaï. Ça m'étonnerait qu'aucune des réponses à quelques questions que ce soit d'Amos Gitaï tienne en 4 mots, en 4 lettres. Amos Gitaï, vous avez fait des études d'architecture en Israël, comme on le sait généralement. Vous avez participé à la guerre du Kippour, vous avez été blessé depuis 1980 et votre premier film, House, vous êtes, au fond, on pourrait dire que si on pense cinéaste engagé, on se dit que voilà, la définition
la définition dans le dictionnaire, ça pourrait être simplement votre nom. Je pourrais citer vos films, Important, Kadosh, Kippour, Kedma, Free Zone, pour ne parler que de ceux qui ont été présentés au Festival de Cannes. Votre dernier film, c'est un documentaire fiction, Le dernier jour d'Yitzhak Rabin, et je voudrais préciser pour tous ceux qui y seront que vous vous produirez dans la cour d'honneur du Palais des Papes à l'occasion du Festival d'Avignon du mois de juillet de cette année. Alors, on se dit que voilà, s'il y a un artiste qui attend de la culture qu'elle joue un rôle déterminant sur la question politique, c'est vous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours vrai? Et comment vous le pensez aujourd'hui? C'est-à-dire, moi je trouve que je suis d'accord avec Michel que la culture, elle est meilleure, elle est subversive. Qu'effectivement, ça pose un problème pour le pouvoir public de financer, comme Michel a posé la question de financement, des œuvres qui sont subversives, c'est-à-dire qu'ils posent des questions au pouvoir qui ne sont pas strictement des petits fleurs autour de l'homme politique, l'homme d'État. Il n'a pas les positions décoratives, la culture. La culture, il faut qu'elle pose... Alain Juppé, il a parlé de Guernica, il ne faut pas oublier que Picasso, il a fait ce tableau qui a pris trace de ce bombardement de Luftwaffe sur le village basque. Et Picasso même elle a interdit le voyage de son tableau tout au long des périodes que Franco est au pouvoir, c'est-à-dire qu'il a autorisé, pas lui, mais le MoMA a fait revoyager Guernica au musée de Reina Sofia, strictement comme Franco est mort, et comme la démocratie était réinstallée en Espagne. Et pour moi, c'est un bon... Si on prend les questions de Guernica, c'est un bon démarche d'un artiste. C'est-à-dire, on prend le tissu des contextes. Mon cher pays, Israël, fournit beaucoup de contextes. C'est une sorte d'éruption volcanique, touchant, dérangeant. Et cet pays-là, il devient une sorte de canvas avec laquelle je fais mon travail, Kadosh, contre l'intégrisme. Et d'ailleurs, j'étais très content que mon film Kadosh, qui parle des positions des femmes dans la religion, était adapté par un collectif de femmes à Bangladesh, une femme musulmane qui lutte contre la religion musulmane avec son attitude vers la femme. Alors, c'est-à-dire que le film il a fait son démarche, il n'a pas été ghettoisé strictement dans le rapport entre les Israéliens et leur religion, mais il était pris comme une sorte de modèle de critique sur toutes les religions monothéistes. D'ailleurs, tous les trois, ils sont gérés ou par des mullahs, ou par des prêtres, ou par des rabbins, hommes, mecs. Alors le film, il est dans son, si vous voulez, dans son questionnement plus large. Il pose des questions sur le rôle des femmes dans les religions monothéistes, plus large. Comme je connais effectivement, et j'aime ce pays, parce qu'elle me touche, alors comme je connais bien ce pays, alors elle devient la matière de ce travail. Mais je trouve que c'est une sorte de façon de nous, l'artiste, le cinéaste, l'écrivain, de rendre quelque chose, parce qu'on vit plutôt une ville agréable, intéressant, stimulant. Il faut poser la question. Alors, je fais le film, vous avez fait référence, le film sur l'assassinat de Yitzhak Rabin il y a 20 ans, parce que je trouve que malheureusement, actuellement, la seule alternative au pouvoir actuel que je trouve très problématique, c'est cet homme mort. Alors, je fais un film qui reconstitue cette démarche de Rabin comme une sorte d'acte d'opposition. Mais l'art, le cinéma, etc., ce n'est pas strictement des showbiz. C'est pour ça que je suis d'accord avec Michel, avec les choses qu'il dit. Ce n'est pas strictement l'amusement. Et effectivement, il faut que les pouvoirs publics de bon niveau, ils savent qu'effectivement, le meilleur hommage qu'un artiste peut faire à sa culture, c'est de faire une œuvre critique. Pas de... Les cultures fortes, ils n'ont pas besoin de relations publiques parce qu'ils sont forts. Si je dois faire référence même des textes bibliques, c'est des textes de l'Ancien Testament, c'est un texte très critique
qui pose des questions sur le pouvoir. Si on prend même un chapitre qui parle du roi David, qui est le droit le plus célèbre. David, je fais référence à toi, my dear. Le roi David, le roi le plus célèbre, alors l'Ancien Testament met on the record que cet mec était immoral, parce que comme il désirait Uriah, désirait Bethsabée, il a envoyé son mari d'être assassiné dans la guerre. Et le prophète Nathan, il a mis on the record que c'est le roi le plus célèbre de l'histoire juive, il est immoral. Et c'est une leçon formidable pour les prochaines générations. C'est-à-dire, il faut y aller critiquer le pouvoir. Il ne faut pas... et j'imagine que le rédacteur en chef, lui ou elle, il y a 3000 ans, qui était peut-être payé même en partie par la maison davidienne, il était dans ce dilemme. Est-ce que je censure, est-ce que je coupe ce texte, ou est-ce que je trouve que c'est une trace qu'il faut laisser pour les générations à venir, de dire qu'il faut critiquer le pouvoir, que les textes, après c'est la peinture, la sculpture, il doit avoir ce rapport critique. Mais vous pensez que c'est ça qui est le plus en danger aujourd'hui ? Moi, je trouve qu'il y a effectivement une mauvaise compréhension du rôle de la culture dans les dialectiques de création des fabriques culturelles. C'est-à-dire la culture, elle a ce rôle. Et il faut laisser l'artiste faire leur travail. Et il faut que comme Michel a dit, je suis d'accord, il faut que les largeurs d'esprit et c'est vrai qu'on demande une chose pas facile, mais il faut qu'il aide à faire exister des œuvres qui sont des œuvres critiques. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Mais c'est simplement parce drôle. que j'ai pas voulu aller m'asseoir. J'ai dit une chose drôle. Ouais. Oui, terminé Amos Gitaï. Non, c'est terminé. Hein? C'est fait. Non. Écoutez, on pourrait parler très longuement en particulier de ça, c'est-à-dire de l'ambivalence. Je vais dire un mot sur l'architecture, parce que j'avais une très belle conversation avec Paul André sur les TGV. Et à mon avis, il y a aussi un mal, parce que moi j'étais formé strictement comme architecte. J'étais supposé de continuer le travail de mon père, qui était architecte de Bauhaus, qui était élève de Mies van der Rohe, de Kandinsky et des autres. Et par les circonstances que tu as parlé de la guerre de Kippour, j'ai devenu cinéaste. Alors, moi je trouve que aussi il y a une équation qui est ratée. C'est-à-dire, l'architecture, il y a dans l'année 20-30, il y avait des concours aux meilleurs architectes du monde, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, pour dessiner un petit appartement modeste de 70 et 80 mètres carrés. C'est-à-dire, on a fait appeler les grands architectes, pas strictement pour les fétiches architecturales des musées, des aéroports, etc., mais des choses modestes. Comment on peut concevoir l'architecture comme un moyen de changement social. Et on a vu des choses extrêmement touchantes de cette génération d'architectes. Et là, je crois que les architectes, de quelquefois, ils sont presque jaloux de nous, les cinéastes. Ils fabriquent des images. Et des fois, il y a presque trop de design dans l'architecture. Alors, moi, je trouve que le pouvoir public, il doit initier des concours aux meilleurs architectes pour reconcevoir les cités. Les cités devenues ghettos, dangereux, elles produisent tout le malheur qu'on a parlé tout à l'heure. Et il faut que l'architecte, il ne fait pas encore un musée, ni video game, etc., mais il faut réfléchir comment on veut que tous ces gens dans les banlieues assez oppressants, ils vont vivre. À mon avis, il faut poser cette question au pouvoir public. Merci. Merci à vous. Bon, on pourrait continuer longtemps, en particulier sur cette relation nécessairement ambivalente, conflictuelle, contradictoire entre
entre les artistes, les écrivains, les penseurs et les entrepreneurs et l'État, les institutions culturelles, et la question des politiques culturelles. Il me semble au fond très, très, très naturel et très sain d'entendre là aussi, pour reprendre le terme de Yael Naïm, ce frottement, sans doute un frottement nécessaire. Je vous remercie beaucoup tous les 6 d'avoir été là avec nous. Nous allons essayer d'être à peu près à l'heure, même si nous sommes légèrement en retard, pour engager une nouvelle conversation sur un sujet qui a été introduit du reste par Alain Juppé en début de séance, sur la question européenne, sur cette nécessaire question du sursaut européen. On me dit, alors j'avais voulu du reste tout à l'heure, mais il y a énormément de choses à dire, tirer mon chapeau et tirer notre chapeau collectivement à Imre Kertész, qui est mort aujourd'hui et qui était évidemment un des très grands, non seulement auteurs, écrivains, mais témoins de l'histoire du XXe siècle. Et on me prévient, j'ai l'impression d'être dans un studio de radio tout d'un coup, que Zaha Hadid est morte également. Je crois qu'il y a des architectes dans cette salle et non pas uniquement un architecte sur ce plateau. Donc voilà, une pensée pour cette femme et cet homme disparus. Merci beaucoup.